Vous croyez que le cinéma imite la vie, mais le plus grand réalisateur allemand de l'après-guerre a prouvé que la pellicule pouvait littéralement la dévorer. En 1975, Rainer Werner Fassbinder écrit l'histoire d'un ouvrier qui gagne au loto, se fait dépouiller par son amant bourgeois et meurt d'une overdose dans une station de métro. Le film s'intitule Le droit du plus fort. Fassbinder interprète lui-même le rôle de l'ouvrier. 3 ans plus tard, son compagnon avale 4 flacons de somnifères. 4 ans après, le cinéaste meurt à son tour d'une overdose. Il avait écrit la scène à l'avance, il s'était simplement trompé de rôle. Armin Meier grandit dans un orphelinat, sait à peine lire et travaille aux abattoirs de Munich lorsque Fassbinder le remarque en 1974. Leur liaison dure 4 ans. En 1978, le cinéaste le filme dans son épisode de l'Allemagne en automne et l'humilie devant la caméra. Il est alors réduit à un objet soumis aux caprices du réalisateur. En avril, Fassbinder rompt pendant une tournée à New York, renvoie Meier seul à Munich et part pour le festival de Cannes. Le 31 mai 1978, jour de l'anniversaire de Fassbinder, Meier vide 4 flacons de somnifères avec de l'alcool dans l'appartement qu'ils partageaient tous les deux. Son corps est découvert une semaine plus tard par la mère du cinéaste, alertée par le concierge à cause de l'odeur. Les biographes lisent dans le choix de cette date un dernier message. Cette relation obéissait à la règle qui gouvernait tout son entourage. Fassbinder dirigeait sa troupe, l'Antithéâtre, comme une famille de substitution dont il occupait le centre absolu. Il puisait dans les blessures intimes de ses acteurs la matière de leur rôle, puis les leur rejouait à l'écran. Irem Hermann, son actrice fétiche et son ancienne amante, raconte chez son biographe Robert Katz qu'il l'a battue presque à mort dans une rue de Bochum et qu'elle a tenté plusieurs fois de se tuer sans parvenir à quitter son emprise. Margit Carstensen décrit une réduction humiliante de chacun à 2 ou 3 traits de caractère et une exigence qu'elle formule ainsi, l'amour ou disons la soumission volontaire. L'homme qui filmait l'exploitation des faibles en administrait chez lui une version domestique. Quelques semaines après la mort de Meier, Fassbinder tourne L'année des 13 lunes. Le film suit les derniers jours d'Elvira, ancienne employée d'abattoir qui a changé de sexe pour un homme riche qui se fait rejeter et qui se donne la mort. Le cinéaste explique que réaliser un film sur Meier constituait la chose la plus simple et la plus logique à faire dans son cas. Il rejette le suicide sur le compte de l'hostilité de la société allemande envers ses marginaux et se retire ainsi du tableau qu'il vient de peindre. Une exception éclaire le procédé. El-Hedi Ben Salem, l'immigré marocain de Tous les autres s'appellent Ali, meurt dans une cellule de la prison de Nîmes en 1977. Les proches de Fassbinder lui cachent la nouvelle pendant 5 ans. Il l'apprend quelques mois avant sa propre mort et se contente de dédier Querelle à sa mémoire. Privé de la matière, il ne produit qu'une ligne au générique. Le même geste finit par le rattraper. En 1975, Fassbinder écrit pour Francfort une pièce sur la spéculation immobilière, les ordures, la ville et la mort. Le spéculateur qui la domine n'y porte aucun nom, sauf celui de riche juif. Le personnage désigne un homme précis, Ignaz Bubis, promoteur de Francfort et survivant de la Shoah. Après un article de Joachim Fest, en 1976, l'éditeur Surkamp détruit la première édition. Fassbinder se défend en soutenant que le juif de sa pièce demeure le seul personnage capable d'amour. Le 31 octobre 1985, 3 ans après sa mort, le Schauspiel de Francfort monte la pièce. Une trentaine de membres de la communauté juive, dont plusieurs rescapés des camps, entrent avec de faux billets, occupent le plateau et déploient une banderole où se lit « Antisémitisme subventionné ». La représentation n'a pas lieu. La pièce attendra 2019 pour être jouée en Allemagne. Ce soir-là, des hommes vivants ont refusé de servir de personnages. L'œuvre de Fassbinder demeure l'un des grands témoignages sur l'Allemagne d'après-guerre et rien de ce qui précède ne l'annule. Elle repose pourtant sur une opération que chacun de nous pratique à plus petite échelle. Nous racontons notre vie en distribuant des rôles à ceux qui la traversent et nous laissons rarement ces gens contester le rôle que nous leur avons donné. Demandez-vous qui, dans le récit que vous faites de votre existence, n'a jamais eu la parole. Abonnez-vous si vous voulez que nous poursuivions ce travail.